Saviez-vous que pendant des siècles, l'anxiété d'une femme pouvait lui coûter sa liberté, voire sa vie? L'histoire de la santé mentale des femmes est une chronique sombre d'incompréhension, de diagnostics erronés et de punitions. De la médecine antique aux asiles victoriens, de la prétendue hystérie aux remèdes dangereux, nous allons parcourir des siècles de traitements, aussi bizarres que déchirants, qui étaient autrefois considérés comme normaux. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner. Mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. C'est toujours fascinant de voir qui nous rejoint du monde entier. Maintenant, baissez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour ce doux bruit de fond, et laissons-nous glisser ensemble dans le voyage de ce soir. Commençons notre périple dans la Grèce antique, terre de philosophes, de mythes et de théories médicales étrangement spécifiques. Imaginez, vous êtes une femme en avril, et depuis des semaines, vous ne vous sentez pas bien. Votre poitrine est serrée, votre cœur s'emballe sans raison, et parfois une vague de panique vous submerge. Vous essayez de l'expliquer au guérisseur local, et après s'être caressé le menton d'un air dramatique, il vous diagnostique fièrement un utérus baladeur. Oui, vous avez bien entendu. Le grand Hippocrate, celui qui nous a donné le serment d'Hippocrate, croyait sincèrement que l'utérus des femmes avait sa propre volonté. Selon lui, si une femme devenait trop émotive, trop anxieuse, ou même trop chaste, son utérus pouvait faire ses valises et commencer à errer dans le corps comme un touriste perdu. Et les symptômes qui suivaient, vertige, essoufflement, tremblement étaient le résultat de cet organe nomade semant le chaos. Le traitement? Pas exactement ce que vous espéreriez. On agitait des herbes odorantes près du bassin et des substances nauséabondes près du nez, pour tenter de ramener l'utérus à sa place. Dans une société où les femmes ne pouvaient ni voter, ni posséder de terre, ce diagnostic bizarre était la seule explication à la détresse féminine. L'anxiété n'était pas vue comme une expérience mentale ou émotionnelle, elle était réduite à un comportement reproductif déréglé. Pour être juste, les Grecs faisaient avec ce qu'ils avaient. Pas de scanners cérébraux, pas de théorie de la sérotonine. Mais quand même, tout mettre sur le dos d'un utérus capricieux, c'est comme si votre voiture tombait en panne et que le mécanicien disait « Ah oui, le porte-gobelet se promène encore ». Flânons maintenant jusqu'à la Rome antique. Si vous étiez une femme romaine en proie à l'anxiété, on vous disait de vous marier ou d'avoir un enfant, ou les deux, rapidement. Car selon les esprits médicaux de l'époque, presque exclusivement masculins, votre détresse émotionnelle était causée par un utérus sous-employé. Ils n'appelaient pas ça de l'anxiété, mais le furor uterinus, ce qui ressemble à une formation de combat romaine mais désignait en fait leur terme pour l'instabilité émotionnelle féminine. Le remède? L'accouchement, à plusieurs reprises. Un médecin romain, Sorano, recommandait même aux femmes d'éviter complètement les émotions fortes. Vous savez, juste arrêter de ressentir des choses. Problème résolu. Pénétrons maintenant dans les couloirs sombres du Moyen-Âge. Une époque où si une femme souffrait d'anxiété, cela signifiait probablement que Satan louait un espace dans son âme. La compréhension médicale n'a pas seulement stagné durant cette période, elle a pratiquement fait marche arrière. Les femmes qui éprouvaient ce que nous appelons aujourd'hui de l'anxiété et tremblement, pleurs, crises de panique étaient souvent vues comme spirituellement compromises. Car si vos mains tremblaient, ce n'était pas un traumatisme. C'étaient les démons. La guérison venait souvent sous forme d'exorcisme, d'humiliation publique, ou, si les choses s'aggravaient, d'un bûcher à votre nom. Ah, la Renaissance, un âge d'or de renaissance. L'art, la science, la littérature, tout était redécouvert. Sauf, malheureusement, la compassion pour la santé mentale des femmes. Pendant que Michel-Ange sculptait David, les médecins essayaient encore de comprendre pourquoi les femmes avaient des sentiments. Et surprise, la théorie dominante était toujours le même vieux coupable, l'utérus. Anxieuse? C'est parce que vous n'êtes pas mariée. En panique? Vous devez concevoir. Déprimé? Il est temps pour une bonne saignée. Oui, des sangsues. Les médecins croyaient sincèrement que le corps devait être équilibré, et pour les femmes, cela signifiait les vider jusqu'à ce que leur âme se calme. Alors que nous entrons dans les XVIIe et XVIIIe siècles, le monde est en effervescence. Mais si vous étiez une femme souffrant d'anxiété pendant les Lumières,
toute cette rationalité ne vous servait pas à grand-chose. Les médecins, portant maintenant des perruques poudrées, avaient un nom pour les femmes comme vous, les « dames nerveuses ». Derrière l'étiquette se cachait la même vieille croyance, les femmes étaient émotionnellement délicates et biologiquement conçues pour les dépressions. Si vous pleuriez souvent, on vous prescrivait du repos, des bains chauds, ou le favori de tous, le laudanum, un charmant cocktail d'alcool et d'opium. Nous arrivons maintenant au XIXe siècle, l'ère victorienne. L'anxiété n'a pas disparu, elle a juste été rebaptisée. Bienvenue à l'âge de la cure de repos. Développée par le docteur Silas Weir Mitchell, cette cure était prescrite aux femmes souffrant de troubles nerveux. La solution ? Rester au lit pendant des semaines ou des mois. Pas de lecture, pas d'écriture, pas de visiteurs. Juste une chambre cossue, des rideaux épais, du lait bouilli, et la lente sensation que vous pourriez perdre la raison. L'écrivaine Charlotte Perkins Gilman a vécu cette cure et a ensuite écrit Le papier peint jaune, une histoire glaçante sur une femme rendue folle par son silence forcé. Bienvenue au début des années 1900, où un homme nommé Sigmund Freud a pris le curieux passe-temps de tout rejeter sur votre enfance ou votre père. Freud a offert une idée révolutionnaire, et si les femmes ne souffraient pas de démons, mais de leur esprit, de leurs désirs refoulés ? Au lieu de plonger les femmes anxieuses dans l'eau froide, les médecins les invitaient désormais à s'allonger sur un divan et à parler. Révolutionnaire, non. Mais Freud et ses disciples voyaient souvent l'anxiété chez les femmes comme le résultat d'un désir sexuel refoulé ou d'une culpabilité intériorisée. Le problème était en vous, pas dans vos circonstances. Nous sommes dans les années 1950. Le dîner doit être sur la table pour 6 heures. Vous êtes une femme de banlieue, sourire éclatant, et votre anxiété ? Chérie, on ne parle pas de ça. Voici, la petite pilule miracle pour maman, le surnom d'un petit comprimé à la grande promesse, le calme. Spécifiquement, le Valium et son cousin, le Miltown. Ces sédatifs étaient commercialisés directement auprès des femmes au foyer qui se sentaient dépassées. Une publicité pour des tranquillisants montrait une femme s'agrippant à l'évier avec la légende « Vous ne pouvez pas la libérer, mais vous pouvez l'aider à se sentir moins piégée ». Dans les années 1960, des millions de femmes étaient sous traitement médicamenteux, non pas parce qu'elles étaient malades, mais parce qu'elles étaient épuisées. Dans les années 1970, quelque chose a changé. Le mouvement féministe prenait de l'ampleur. Les femmes ont commencé à parler et ont découvert qu'elles n'étaient pas seules. L'anxiété, ont-elles réalisé, n'était pas un défaut personnel. C'était souvent le résultat logique d'être surchargé, inécouté et obligé de fournir un travail émotionnel. Des livres comme La femme mystifiée de Betty Friedan ont brisé la surface polie de la domesticité d'après-guerre, révélant le « problème qui n'a pas de nom ». Alors que les années 1980 et 90 arrivaient, l'anxiété des femmes a enfin reçu un nom propre, trouble anxieux généralisé, trouble panique, TSPT. Enfin, un vocabulaire médical qui ne blâmait pas l'utérus. Disons que vous étiez une femme en 1993 ayant des crises de panique. Vous alliez chez un médecin, le cœur battant, les paumes moites. Il pouvait vous donner une brochure, une ordonnance de Xanax et une suggestion polie de vous reposer. Vous travaillez trop dur. Avez-vous essayé le jogging ? Bienvenue dans les années 2000, où pour la première fois depuis des siècles, les gens ont commencé à demander non seulement « qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» mais « que vous est-il arrivé ?» 3 mots sont entrés en scène, les soins tenant compte des traumatismes. Au lieu de traiter l'anxiété comme un défaut individuel, cette approche posait des questions plus larges. Quelles expériences ont façonné votre système nerveux ? Et si votre hypervigilance n'était pas irrationnelle, mais apprise ? Pour beaucoup, cela a apporté un soulagement, voire une validation. Pour la première fois, leur peur n'était pas une faille. C'était une blessure. Nous arrivons maintenant à l'ère du Wi-Fi et des influenceurs bien-être. Bienvenue à l'ère numérique où l'anxiété des femmes n'a plus besoin d'un diagnostic médical. Il suffit d'un écran. Vous vous réveillez avec 37 notifications, 4 emails, 2 alertes de calendrier. L'anxiété à l'ère numérique n'est pas seulement interne, elle est interactive et constante. On attend de la femme moderne qu'elle gère non seulement sa vie, mais aussi sa marque. La pression d'être aimée, d'être performante, d'être informée, réactive, saine, mince, éthique, gentille, efficace, créative,
drôle, mais pas trop drôle. Il n'est pas étonnant que votre poitrine soit serrée. Car à l'ère du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le repos semble radical. Après des siècles de silence, de sédation, de honte et d'épuisement, quelque chose d'inattendu se produit. Les femmes ralentissent. Non pas parce que le monde a relâché son emprise, mais parce que beaucoup réalisent que la course pour atteindre des normes impossibles ne mène qu'à une seule chose, l'épuisement. Le repos comme résistance. Le repos comme reconquête. Le repos comme la médecine longtemps interdite aux femmes pendant des siècles. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la sagesse. Ancienne, sacrée, révolutionnaire. Absolument. Voici le reste de votre texte, entièrement traité selon vos instructions, uniques, traduit en français, avec les chiffres écrits en toutes lettres et une accroche pour chaque nouvelle section. L'histoire des tatouages. Bien avant que l'encre ne devienne une mode, elle était un rituel, un remède et un langage sacré gravé dans la peau. L'histoire du tatouage ne commence pas avec la culture pop, mais avec l'intention, la douleur et le rite. En effet, les plus anciens tatouages connus n'appartenaient pas à des adolescents rebelles ou à des guerriers aguerris, mais à un homme littéralement figé dans le temps. Ötzi, l'homme des glaces, découvert dans les Alpes en 1991, a plus de 5000 ans. Son corps, conservé par la neige, porte 61 tatouages composés de simples lignes et croix noires. Les chercheurs pensent qu'il s'agissait d'une forme primitive d'acupuncture ou de soulagement de la douleur. Ce n'étaient pas des tatouages pour le spectacle, mais pour la survie. Dans l'Égypte ancienne, des momies tatouées, principalement des femmes, ont été retrouvées avec des motifs de points complexes sur le corps, peut-être des symboles de fertilité ou de dévotion. En Sibérie, des nobles scythes étaient enterrés avec des animaux mythiques ancrés sur leur peau, un passeport pour l'au-delà. C'étaient des marques de médecine, de mémoire et de protection, bien avant que l'encre ne soit une rébellion, elle était une révérence. Pour comprendre l'âme du tatouage, il faut traverser l'océan jusqu'aux îles de la Polynésie. Le mot même tatouage vient du mot polynésien tato, qui signifie frapper. Le tato était un rite de passage. Un jeune homme samoan pouvait endurer des jours, voire des semaines, pendant que le tufuga, tatoueur, lui tapotait des motifs géométriques sur le corps avec des os aiguisés. La douleur faisait partie du rituel, y renoncer apportait la honte à toute sa famille. Lorsque les marins européens, comme le capitaine Cook, sont arrivés au XVIIIe siècle, ils ont été fascinés et ont commencé à adopter eux-mêmes les tatouages, non pas pour honorer le rituel, mais comme un souvenir de voyage. En Orient, l'histoire est plus complexe. Dans la Chine ancienne, les tatouages étaient souvent des marques d'infamie, qualifiant les criminels de voleurs ou de traîtres. Pourtant, dans le roman légendaire Au bord de l'eau, l'un des 108 hors-la-loi héroïques a le corps entièrement tatoué de dragons et de tigres. Au Japon, l'art du hirezumi était utilisé pour éloigner les mauvais esprits, mais aussi pour marquer les criminels. À l'époque d'Edo, années 1600 à 1800, les tatouages corporels complets sont devenus une forme d'art clandestine pour les pompiers, les ouvriers, puis pour les yakuza, comme symbole de force et de loyauté, cachés sous les costumes. Dans l'Europe ancienne, les Celtes et les Pictes se couvraient de tatouages bleus tourbillonnants pour intimider leurs ennemis romains. Pour les Romains, cependant, l'encre était un outil de contrôle, marquant les esclaves, les criminels et les prisonniers de guerre. Avec la montée du christianisme, le tatouage a été largement condamné comme païen. Pourtant, au Moyen Âge, les pèlerins se faisaient tatouer une petite croix sur le poignet comme preuve de leur périlleux voyage à Jérusalem. Avec les grandes explorations des XVIe et XVIIe siècles, les tatouages sont revenus en Occident via les marins. Ils ont développé leur propre culture, une encre signifiait la traversée de l'Atlantique, une tortue, le passage de l'équateur. À la fin du XIXe siècle, tout a changé. En 1891, Samuel O'Reilly a breveté la première machine à tatouer électrique. Soudain, le processus est devenu plus rapide et plus artistique. Les cirques ont commencé à présenter des hommes et des femmes tatoués, transformant leur corps en exposition vivante. Même l'élite, comme le roi Édouard VII, se faisait discrètement tatouer. Au XXe siècle, derrière les murs des prisons, un nouveau langage d'encre est apparu. Créé avec des aiguilles de contrebande et de l'encre improvisée, ces tatouages étaient un code secret. Une toile d'araignée sur le coude signifiait du temps purgé, une larme près de l'œil, une vie prise.
Ces styles nés en prison ont fini par influencer la culture de la rue. Au XXIe siècle, le tatouage a achevé sa plus grande transformation. Ce qui était autrefois caché est maintenant fièrement affiché. Les studios de tatouage sont devenus des sanctuaires d'expression, et les artistes, des célébrités. Les styles ont explosé, aquarelle, ligne fine, réalisme. Les pratiques indigènes, comme le temoko maori, refont surface avec fierté. Les gens se font tatouer pour marquer des étapes, honorer des ancêtres ou simplement parce qu'ils aiment les grenouilles avec des chapeaux de cow-boy. Nous revenons là où nous avons commencé, l'encre pressée dans la peau. Une histoire racontée sans mots, une marque faite non pas pour l'approbation, mais pour la vérité. La course à l'espace. L'histoire de la conquête spatiale n'a pas commencé avec un rêve d'étoiles, mais avec les cendres d'une guerre mondiale et la course silencieuse pour dominer le ciel. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'Union soviétique, devenus des opposants idéologiques, se sont partagés les dépouilles de l'Allemagne nazie. Les Américains ont récupéré Werner von Braun, l'ingénieur derrière le missile V2, tandis que les Soviétiques mettaient la main sur leurs propres scientifiques. La guerre froide avait commencé. La course portait sur la construction de missiles balistiques intercontinentaux, ICBM, mais quelqu'un a posé une question différente, et si nous les pointions vers les étoiles ? L'espace est devenu le prochain champ de bataille, non pas pour l'exploration, mais pour la domination et le prestige. Le 4 octobre 1957, le monde a changé au son d'un bip. Depuis le Kazakhstan, l'Union soviétique a mis en orbite Sputnik 1, une sphère métallique de la taille d'un ballon de plage. Ces bips ont retenti comme un coup de tonnerre. Pour les soviétiques, c'était un triomphe. Pour les Américains, une prise de conscience paniquée. Si les soviétiques pouvaient lancer un satellite, ils pouvaient lancer une tête nucléaire. La crise de Sputnik a poussé le Congrès américain à créer la NASA en 1958. Un mois après Sputnik 1, les soviétiques ont lancé Sputnik 2, avec à son bord Laika, une chienne errante, la première créature vivante à orbiter autour de la Terre. Elle n'a pas survécu, mais le message était clair, les soviétiques étaient en tête. La réponse américaine est arrivée le 31 janvier 1958 avec le lancement d'Explorer 1, qui a découvert les ceintures de radiation de Van Allen. Le projet Mercury a été lancé, sélectionnant 7 pilotes d'essai, les 7 de Mercury, pour devenir les premiers astronautes américains. Mais les soviétiques s'apprêtaient à frapper un coup encore plus grand. Le 12 avril 1961, le pilote soviétique de 27 ans, Youri Gagarin, s'est installé dans la capsule Vostok 1. Au décollage, sa voix a crépité à la radio avec un seul mot, Poyekali. Allons-y. Il est devenu le premier être humain dans l'espace, effectuant une orbite complète en 108 minutes. C'était un tremblement de terre géopolitique. Les soviétiques l'avaient encore fait les premiers. Quelques semaines plus tard, le 5 mai 1961, l'Amérique a riposté. Alan Shepard, à bord de Freedom 7, a effectué un vol suborbital de 15 minutes, devenant le premier Américain dans l'espace. Ce n'était pas aussi impressionnant que l'orbite de Gagarine, mais c'était la preuve que les États-Unis étaient dans la course. Le programme Gemini a suivi, servant de pont vers la Lune. Le 23 mars 1965, Gemini 3 a emmené 2 astronautes en orbite. Gemini 4 a vu la première sortie dans l'espace américaine. Le programme a perfectionné les techniques de rendez-vous orbital et d'amarrage, essentielles pour une mission lunaire. À la fin de Gemini 12 en 1966, la voie était tracée. Le président John F. Kennedy avait déjà lancé le défi, poser un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Ce fut la naissance du programme Apollo. Après la tragédie d'Apollo 1, où 3 astronautes ont péri dans un incendie le 27 janvier 1967, le programme a redoublé de détermination. En 1968, Apollo 8 a envoyé les premiers humains en orbite autour de la Lune. Puis vint Apollo 11. Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont devenus les premiers humains à marcher sur la Lune. La célèbre phrase d'Armstrong, « C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité », a marqué la victoire de l'Amérique dans la course à la Lune. Après 5 autres alunissages réussis entre 1969 et 1972, le programme Apollo a été interrompu après Apollo 17. L'attention s'est tournée vers Skylab, la première station spatiale américaine, puis vers le programme de la navette spatiale,
lancé en 1981. Malgré la tragédie de Challenger en 1986, l'ère de la navette a permis la construction de la Station spatiale internationale, ISS, lancée en 1998 en collaboration avec la Russie et d'autres partenaires. Le nouveau millénaire a vu l'essor de l'exploration spatiale privée. SpaceX, fondé par Elon Musk en février 2002, a révolutionné le secteur avec ses fusées réutilisables. En 2020, SpaceX a envoyé des astronautes américains vers l'ISS, une première pour une entreprise privée. Des sociétés comme Blue Origin et Virgin Galactic ont également rejoint la course. Aujourd'hui, avec le programme Artemis de la NASA visant un retour durable sur la Lune dans les années 2020, l'espace, autrefois le domaine exclusif de deux superpuissances, est devenu une nouvelle frontière accessible. Les étoiles appellent à nouveau. Le labyrinthe perdu d'Égypte. Dans les sables dorés de l'Égypte, sous un ciel de plomb, se cache un mystère qui, selon l'historien Hérodote, surpassait en magnificence les grandes pyramides elles-mêmes, le labyrinthe perdu. Il s'agissait d'un immense complexe souterrain, si incroyable qu'il défiait l'imagination. Hérodote, qui a voyagé en Égypte au 5e siècle avant notre ère, a été l'un des premiers à décrire ce site étonnant. Il a été émerveillé par une structure composée de vastes chambres, de couloirs complexes et de murs imposants. Selon lui, le labyrinthe comprenait 12 immenses cours entourées de hauts murs de pierre. À l'intérieur, les chambres étaient remplies de sculptures, de statues et d'inscriptions. Il a affirmé que le complexe était si vaste et complexe qu'il était impossible de l'explorer entièrement, le déclarant plus prodigieux que les pyramides. Mais comme tant de merveilles antiques, le labyrinthe a disparu, englouti par les sables du désert. La plupart des chercheurs s'accordent à dire que le labyrinthe était probablement situé près du lac Mohéri, dans l'oasis du Fayoum, à environ 60 miles au sud du Caire. Hérodote a lié cet emplacement à une structure impressionnante construite par le pharaon Amenemhat III pendant la XIIe dynastie, vers 1800 avant notre ère. Le complexe aurait pu être dédié au dieu crocodile Sobek. Malgré diverses expéditions depuis le XIXe siècle, seules des ruines fragmentées ont été trouvées. Les technologies modernes comme le radar à pénétration de sol et l'imagerie satellite offrent un nouvel espoir. Le labyrinthe, comme les pyramides, était imprégné de symbolisme. Alors que les pyramides étaient des tombes conçues pour faciliter le passage du pharaon dans l'au-delà, le labyrinthe aurait pu symboliser le voyage de l'âme à travers les épreuves de l'après-vie. Sa conception labyrinthique aurait pu représenter le chemin complexe et périlleux que l'âme devait parcourir. Certains pensent qu'il s'agissait d'un lieu pour des rites initiatiques, où les prêtres subissaient des épreuves spirituelles. Son existence était probablement liée au culte de Sobek, un dieu à la fois créateur et destructeur, une dualité reflétée dans la capacité du labyrinthe à la fois à guider et à égarer. L'idée d'un labyrinthe s'est ensuite propagée à d'autres cultures, notamment au mythe grec du labyrinthe de Crète, construit pour enfermer le Minotaure. Au Moyen Âge, en Europe, les labyrinthes dessinés sur le sol des cathédrales symbolisaient un chemin de prière et de méditation. La recherche du labyrinthe perdu se poursuit. La région du Fayoum reste le principal centre d'intérêt. En février 2017, une étude aérienne a révélé des anomalies dans le terrain, de grandes formations rectangulaires qui pourraient suggérer la présence de murs anciens. Certains pensent même que des parties du labyrinthe pourraient être submergées sous le lac Mohéri. Si le labyrinthe était un jour retrouvé, il pourrait révolutionner notre compréhension de l'Égypte ancienne. Il pourrait contenir des textes sacrés perdus, des connaissances sur leurs rituels, leur vision du cosmos ou des techniques d'ingénierie avancées. Pour l'instant, le labyrinthe reste caché, une ombre sous le sable. Mais avec chaque nouvelle découverte, l'espoir de percer l'un des plus grands mystères de l'histoire grandit.